O-K-A-Y, la radio hockey. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal du hockey du mercredi 30 avril. J'espère que vous avez passé une belle nuit. De notre côté, nous avons passablement regardé ce qui bouge encore en matière de hockey sur glace. Il y a eu 2 ou 3 petites choses intéressantes. Le titre de Brno, notamment en République tchèque. La NHL, ça bouge aussi pas mal. Et puis aujourd'hui, nous allons profiter de cette émission pour faire une petite séance de rattrapage avec quelques questions qui nous ont été posées par nos auditeurs et auxquelles nous n'avions pas encore donné satisfaction. Je voudrais commencer cette émission pour d'abord en souhaitant un bon anniversaire à Pierre Pagé ainsi qu'à Haris Vitolinch. Pierre Pagé qui a 77 ans, Haris Vitolinch qui a 55 ans, 57 ans. Il vous rattrape gentiment, Laurent. Non, je rigole. Non, non, moi je vais essayer de les rattraper, mais je pense pas que je vais y arriver. Non, mais bonjour Philippe. Oui, c'est des joueurs, enfin des entraîneurs et des joueurs qui ont marqué un peu l'histoire du hockey, donc c'est toujours bien de leur souhaiter un bon anniversaire, Ouais. en espérant que tout va bien pour eux. Haris Vitolinch, qui était un sacré buteur, et puis Pierre Pagé, qui avait débarqué un jour à Genève Servette, hein. Il faut s'en souvenir, Exact, et exact. qui avait une forte propension à se balader en montrant sa bague de vainqueur de la Coupe Stanley. Il était très fier de ça. C'est lui qui des fois mélange les mots et oh, Exactement. ok, Et, c'est énorme, c'est assez énorme des fois des fois il en jouait un petit peu, je pense, hein. ouais. Sans doute. Mais en tout cas, c'est vrai que ça lui a fait une drôle de réputation. Il y a quelques Ouais, vidéos qui circulent sur les réseaux, effectivement, ouais, avec ces phrases ouais. qui sont devenues célèbres. Bien, Laurent, on va peut-être commencer par l'actualité suisse. L'actualité Mm. suisse, c'est le Lausanne Hockey Club qui a donc confirmé hier un certain nombre de départs. On connaissait déjà ceux qui avaient été annoncés à l'occasion de la fête de fin de saison. Vous voulez les rappeler? Alors oui, je vais vous les rappeler tout de suite. Donc ceux que l'on connaissait déjà, enfin, remarquez, la plupart, on se doutait bien qu'ils ne resteraient pas à Lausanne, mais cette fois-ci, il y a une confirmation officielle qui a été apportée par le club. Donc, ceux qui avaient déjà été annoncés à l'occasion de la fête, c'était Joel Genasi, c'était Lucas Frick, Tim Boson, Andrea Glauser, Michael Raffel, Lorenz Pilot et Mathias Memeto. Et donc, par communiqué hier, Lausanne a également fait part des départs de Gavin Bayreuther, de David Skleditschka, de Brendan Perlini. Ça, c'est pour la Légion étrangère. Commentaire. Commentaire, on est déjà à 10. En général, c'est 12 par saison, donc il en reste 2. Et on sait que Kokanen et puis et puis Pajuniemi, on a entendu qu'il y avait des rumeurs De départ. de départ, d'échange. Mais voilà, le seul truc, c'est que ça fait beaucoup. Moi, je trouve chaque année. Là, si on résume les 3 années, s'il y a ces deux-là, ces 2 départs encore, on est à 36, 12 par année. Donc c'est très très difficile de construire là-dessus. Et finalement, et on change beaucoup les étrangers, mais est-ce qu'on ne se trompe pas sur la personnalité ou les besoins, etc. Par exemple, quand je vois Barreuther et Schlenishka, que j'ai beaucoup apprécié, hein. Franchement, on a été un petit peu dur en début de saison avec eux. Et plus la saison a avancé, plus ils ont progressé, notamment Schlenичka, qui a été beaucoup plus sobre et beaucoup moins d'erreurs individuelles que Barreuther, mais qui dans le jeu défensif, dans le côté guerrier, ont été 2 guerriers. Pour remplacer Pilot très offensif et Juice très subtil dans l'offensive et dans la première passe, notamment en powerplay. J'aimerais qu'on m'explique quel est le profil en comparaison à ces 2 joueurs-là. Alors, est-ce que on voulait pas du tout les profils de Pilot et de Juice et des joueurs plus défensifs peut-être, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'à la fin de saison, on a fait la finale, on a fini premier de la saison régulière, et on rechange tout. Et là, je me pose un petit peu des questions. Oui. Et puis également confirmation de 3 départs de joueurs suisses, ceux de John Marco Hammerer, de Jordan Bougro et de Stéphane Rexeger. Alors,
Ça, c'est des licences B, je les compte pas parce qu'autrement on arriverait à 15. Mais voilà, Jordan Bougro, je suis un peu étonné. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était l'un des seuls joueurs suisses qui a pu faire des différences individuelles et qui s'est créé des occasions. Et j'ai trouvé que c'était immérité de le laisser sur le quatrième bloc. Il a mérité de jouer ailleurs. Il y a des joueurs qui étaient un peu blessés. Peut-être qu'on aurait pu essayer. Alors ça reste la finale et c'est compliqué. Mais franchement. J'estime qu'il aurait mérité peut-être une chance l'année prochaine, au moins en préparation, pour obtenir un contrat. Et voilà. Mais après, bah voilà, on a peut-être d'autres opportunités, mais je trouve que le cadre suisse l'année prochaine en attaque est extrêmement léger. Est-ce qu'on fait de la place? Est-ce que le fils de John Foos va revenir dans le line-up? Est-ce que des gens comme ça vont revenir ici et là au niveau des contingents? Je sais pas. Mais en tout cas, là, quand on regarde le contingent suisse, ça reste court en quantité et surtout dans les rôles qu'on va donner. Donc voilà, on nous a reproché aussi un peu Fuchs en disant qu'on était très dur avec lui, etc. On a répondu que le problème c'était pas Fuchs, c'était le profil de Fuchs par rapport à des Rochettes, des joueurs comme ça, etc. Mais finalement Fuchs il fait une saison quand même relativement moyenne et là on a besoin aujourd'hui d'avoir un Fuchs qui fasse sa meilleure saison l'année prochaine par rapport aux responsabilités, par rapport aux joueurs suisses qu'il aura à disposition. Donc voilà, on va voir un petit peu les choses, mais voilà, j'espère qu'ils vont arriver. Le marché, il est assez sec hein, au niveau des joueurs suisses, donc c'est pas évident de remplacer les départs. Alors, on va voir un petit peu les annonces. On sait qu'on va Alors bon, annoncer. on sait qu'il y a Yannick Tsender et Inaki Baragano qui rejoignent Oui, Lausanne. Ce sont d'ailleurs, je crois, les deux seuls arrivés officiels pour le moment. oui, officiel. Après, on va annoncer les étrangers petit à petit, donc ça fait partie de la com et on veut traîner sur la longueur pour laisser les gens actifs sur les réseaux sociaux et puis comme on dit souvent dans le club, la communauté. Mais n'empêche que voilà, c'est surtout du travail au niveau des joueurs suisses et puis moi j'avais trouvé, j'avais dit dans l'émission que il y avait des rumeurs de donner une chance à Pilot. Voilà, peut-être que médicalement on se rend compte que c'est pas possible, mais euh, de partir avec trois étrangers en défense, je trouvais ça pas complètement illogique. Parce que avec le départ de Glauser et de Frick, j'arrivais à comprendre que au moins un qui puisse cumuler le poste de deux. Donc on va donner des responsabilités aux jeunes joueurs. J'espère que ça va aller défensivement et puis qu'on va arriver à trouver des solutions. Alors justement, des départs de Glauser et de Frick en même temps interrogent un certain nombre des supporters du Lausanne Hockey Club. Et là, ça me permet de verser directement dans les questions d'auditeurs avec Annie, pardon, de Lausanne justement, qui trouve que finalement, c'est un peu, je prends ces termes, hein, c'est quand même dangereux de constater qu'il y a autant de départs du Lausanne Hockey Club de cette année. Finalement, quand on a, en gros, si je résume ce qu'elle dit, en gros, quand on a une équipe aussi forte, on devrait plutôt procéder par petites touches et non pas remplacer un tiers ou près de la moitié de l'équipe. En gros, Moi, voilà ce je suis, qu'elle est en train de dire. je suis entièrement d'accord avec elle et moi j'irais même plus loin, c'est que c'est l'année d'avant où on avait la meilleure équipe. Mhm. L'année d'avant, on pouvait faire des efforts. Allemagne était prêt à faire des efforts financiers, etc. Fallait trouver aussi des solutions avec Kennings, mais voilà, ces joueurs-là ont énormément manqué. L'équipe était forte cette année, mais elle était forte pas pour jouer une finale avec. Bon, il y avait beaucoup de blessés, mais pas pour jouer une finale par rapport au même Zurich que l'année précédente. Parce que Zurich, vous avez vu, il y a très très peu de changements. On se trompe pas sur les transferts, on se trompe pas sur les joueurs suisses et les joueurs étrangers. Et finalement, c'est la, la continuité qui amène la qualité de cette équipe. Ils ont créé un groupe et puis quand vous gagnez, bah, ça crée des émotions et vous avez vraiment une famille. Mais finalement, regardez, on change de coach et puis pas n'importe quel coach, hein. Crawford, qui avait le plus gros palmarès dans le championnat. On met un gars qui vient de Swiss League, Made in Switzerland, et on l'intègre là, et puis ils sont champions d'Europe et champions suisses. C'est pour vous dire que le travail du directeur sportif est exceptionnel. Et là, oui, ça fait, comme je l'ai dit, 12, 12, 12, 12, ça fait beaucoup. Ouais.
Alors, c'est marrant parce que d'abord, je constate que dans les questions que l'on reçoit, nous avons de plus en plus d'auditrices féminines. Il y a énormément de questions de ces dames et il y a notamment Aurore de Cossonay qui se fait. Vous avez parlé de Ronald Skedins il y a quelques instants. C'est rigolo parce que elle se fait pas mal de soucis pour Kedins. Elle dit mais il est où? Il fait quoi? Il change de club tout le temps. Il joue pas. C'est vrai que là, elle pense sans doute à son expérience bernoise. Et aujourd'hui, Kedins, il est sans contrat visiblement. Et Il est, il est il est sans, infourgable. non, mais il est sans contrat. Le seul chose qui peut sauver Kellins, c'est de trouver un bon diététicien et puis qui se commence à être sérieux au niveau de sa prépa physique. Parce que vous avez vu, il a fait un peu des efforts pendant 2 mois l'année dernière. Vraiment, avant les playoffs, ils l'ont mis au Et prix. il Il a fait était des bon. efforts. En playoff, il était bon. Il était bon, Mm. mais je peux vous dire que le quatrième bloc là, ils étaient incroyables. Moi, j'ai halluciné et j'ai rarement vu un quatrième bloc aussi fort et aussi dominant et contre Zurich. Donc c'est pour vous dire que qu'il a des possibilités. Il a refusé l'équipe nationale, mais à mon avis parce qu'il est pas prêt. Et donc voilà, on verra. Il a un certain âge, on verra ce qu'il veut faire. Je sais que dans sa vie personnelle, hein, il vit un peu comme Ronaldo. Hein. Mm. Mais je vous explique un peu. C'est-à-dire qu'il y a l'ensemble de sa famille, des cousins, hein, des frères, qui vivent avec lui. C'est vraiment une grosse communauté. Ils vivent un peu comme ça et ils ont pas mal de business. Donc, est-ce qu'il a décroché un petit peu et qu'il se lance dans son business? Mais en tout cas, c'était assez rigolo de voir un petit peu comment la maison où il habitait à Lausanne était peuplée en fait par les membres de sa famille. Donc, c'est une autre culture. Ils vivent un peu comme ça, mais c'est clair que c'est avec les qualités qu'il a et ce qu'il a démontré l'année dernière, c'est dommage de finir sa carrière comme ça un peu dans l'anonymat et pas avoir de club et pas savoir de refuser un championnat du monde, pas savoir où il est et qu'est-ce qu'il fait quoi. En tout cas, visiblement, il a une supportrice parce qu'elle a l'air de l'adorer, Aurore de Cossonay. Autre question, on va rester tout d'abord dans le championnat de Suisse, c'est Christophe de Pozieux. Euh, là, il revient sur sans doute sur la promotion des juniors dans l'élite parce qu'il dit en gros pourquoi ne pas obliger les clubs de National League à mettre au moins 3 joueurs U20 sur la feuille de match. Mais c'est toujours pareil, c'est les clubs qui votent. En fait, enfin moi, qui suis pas suisse, ce qui m'a choqué en arrivant, c'est que c'est pas la fédération qui décide. Et c'est dans la plupart des pays, ça se passe pas comme ça. Par exemple, quand vous arrivez dans certains pays, vous devez vous mettre aux normes. Et quand je parle aux normes, c'est en termes de diplôme, selon vos diplômes étrangers, faire des équivalences et puis avoir les diplômes du pays. Et puis surtout, moi, je trouve que c'est important d'aller dans les filières de formation parce que tu apprends à connaître les gens, mais surtout tu apprends à comprendre la culture et la culture du hockey helvétique. Et là, par exemple, bah, vous arrivez, même si vous n'avez pas un papier, vous avez zéro papier, vous pouvez entraîner. Vous êtes agent de joueur, vous avez zéro papier, vous pouvez, demain, vous pouvez prendre un joueur, Philippe, et puis le gérer, quoi. Donc c'est là-dessus où il y a vraiment un gros travail à faire, mais le problème, c'est que c'est les clubs qui votent, et puis il y a des clubs qui ont plus de votes que d'autres parce qu'ils ont aussi des partenaires team ou des partenaires simplement, mais avec qui ils s'entendent pour la votation. Et donc, du coup, bah, ça ne passera jamais. Mais c'est vrai qu'on manque de jeunes joueurs talentueux. On en a parlé d'un, Vinces Rohrer, qui a 20 ans, mais il est autrichien. Alors, ok, il est super, il est magnifique. Moi, j'adore ce joueur et tout, mais il joue pour l'équipe d'Autriche. Donc, voilà. À part Donc, Ustinkov, vous voyez un autre joueur pouvant arborer une licence suisse ou ayant un passeport suisse qui pourrait gentiment prendre le chemin d'un Rohrer aujourd'hui? bah, c'est difficile à dire, Je vous prends un franchement. peu à froid là, hein, parce Bah que non, vous me prenez pas à froid. J'y pense souvent, mais c'est pour ça que il faut absolument que dans les cantons, on arrive à avoir des partenaires team, à avoir des axes de développement, et que comme ça se fait en Finlande, tu as des gamins de 15 ou 16 ans. On se rappelle, ça avait fait un monstre patakès sur Neuschwander à Bienne, mais tu as des gamins de 15 ou 16 ans qui jouent déjà en deuxième ou troisième division.
Parce qu'ils ont des partenaires, ils ont troisième, deuxième et première division. Et plus le gamin il est bon, plus il le monte vite. Et puis, mais la différence, c'est qu'il y a beaucoup moins d'étrangers dans le championnat finlandais. Et puis surtout, les meilleurs Finlandais, ils sont pas là. Ils sont soit dans les gros clubs européens, soit en NHL. Ce qui fait que ça libère de la place. Mais en fait, finalement, moi je dis souvent, comment dire, c'est une pyramide de formation. Il y a la NHL, l'Europe et le championnat finlandais, et puis après les différentes divisions et le mouvement junior. Ce qui fait que si vous êtes très bon à 16 ans, vous pouvez jouer déjà en deuxième division, à 18 en première division, à 20 ans être drafté et jouer en NHL, ou jouer un peu en NHL et revenir en Europe dans un gros club. On voit à Lausanne, ils ont pas mal de Finlandais par exemple. Et du coup, c'est là-dessus où on devrait un petit peu réfléchir. Alors maintenant, il y a le changement des catégories de jeu. On a parlé U14, U16, U18, U21. On va voir ce que ça donne comme incidence. Mais par exemple, on m'a fait venir dans le canton de Genève. Alors justement, j'allais faire le lien avec la prochaine question. Ouais, si vous allez-y, me permettez. En fait, c'est Mike de Versoix qui s'adresse directement à vous et qui dit: vous voulez faire de Meyrin le club ferme du Genève Servette à l'avenir. Enfin, c'est en tout cas son ressenti. En attendant, quel devrait être le partenaire du GSHC avant que vous arriviez peut-être à vos fins. En gros, voilà ce que ça veut dire. Donc là, vous pouvez développer. Voilà, je peux développer. En fait, moi, je pense que le partenaire, ça doit être un club de Swiss League. Et ça, je suis pas dans le secret des dieux. Puis c'est à Genève et ça de décider. Mais à moyen terme, il faut que dans le canton de Genève, par exemple, il y ait une deuxième ligue, une première ligue, une My Sport. Déjà, on va parler en tant que parent. Vous êtes papa. Vous avez votre fils qui fait des études et qui a un bon niveau, qui peut jouer en My Hockey League. Il doit aller à Lys. Et il doit faire des études à Genève. Et j'ai un de mes joueurs qui arrive comme ça, qui a fait ça l'année dernière. Est-ce que on marche pas sur la tête? Comment voulez-vous étudier et être bon dans le sport si vous avez 3 heures de train et une heure et quart d'entraînement? Ça, c'est le premier point. Donc là, c'est clair qu'il faut arriver à faire ça. Mais il faut un club de Swiss League. Le canton de Genève n'a pas assez de glace, pas assez de moyens pour avoir un club de Swiss League. Mais par contre, pour avoir une pyramide, une vraie pyramide, deuxième première ligue et My Hockey League, je pense que c'est possible. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire à moyen terme, comme c'est fait en bas, parce qu'il y a énormément de licenciés. Il y a plein de petites patinoires itinérantes aussi qui créent des licenciés qui amènent ça dans les clubs. Moi, quand je vois mon petit à Meyrin, par exemple, il a 4 ans, il y a des fois où ils sont pas loin de 100 sur la glace à l'école de hockey. Donc c'est quand même très très impressionnant. Et donc du coup, tous ces gamins, il faut bien, si on veut pas qu'ils arrêtent ou qu'ils aillent ailleurs, parce qu'on a besoin d'arbitres, on a besoin de dirigeants, on a besoin d'entraîneurs, on a besoin de tous ces genres de choses, d'administrateurs, etc. Et si on les conserve dans le giron en jouant selon leur niveau dans différentes ligues, on va arriver à avoir une vraie pyramide. Et pour répondre à la question sportivement, il est clair qu'un super U17 élite vraiment très fort. Et il y en a des très dominants. Il y en a une fois tous les 2 ans. Tu as un gars vraiment exceptionnel, formé physiquement, etc. Si tu as une My Hockey League, tu lui donnes les 2 premiers blocs et puis il joue déjà. Il joue là. Et puis là, s'il est vraiment bon, l'année d'après, il a 18 ans, il joue en Swiss League. Et puis il s'entraîne avec la Liga et puis il joue en Swiss League. Puis s'il est vraiment bon, à 20 ans, il joue en Liga. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on doit travailler. Merci pour cette explication. Il y a une dernière question et là, on part un peu dans le hockey international, ce qui nous amènera au divers dans quelques instants. Ça me fait plaisir parce que c'est la preuve aussi qu'on nous écoute en France, notamment c'est Lila de Paris. Ah, salut Lila. Qui nous demande simplement s'il y a aujourd'hui des joueurs français qui pourraient rejoindre la Suisse. Alors, je n'ai pas compris le sens de sa question. Est-ce qu'il y a des rumeurs disant que tel ou tel joueur viendrait en Suisse la saison prochaine, ou est-ce que qualitativement, il y a des joueurs français de l'élite qui pourraient aujourd'hui évoluer dans le championnat de Suisse comme étrangers? Non. Non, il y a Pierre-Édouard Bellemare qui est là, mais par rapport à son expérience et puis à Ajoie, par rapport au rôle qu'on lui donne. Mais pour l'instant, comme étranger, quand vous prenez les 6-7 étrangers de chaque club de National League et que vous comparez au CV des joueurs français, même ceux qui sont à l'étranger déjà, il y en a un seul. Vous voulez que je vous dise son nom? C'est pas un défenseur. Non, c'est un attaquant. Il s'appelle Stéphane Dacosta.
Ah, peut-être, ouais. Mais sauf que lui, il a un contrat à plusieurs zéros. Il joue en KHL et il est polonais d'origine. Il adore là où il habite. Il adore là où il joue et il ne changera pas ça. Malgré, il est blessé. Il est annoncé blessé pour les championnats du monde, donc il sera pas avec l'équipe de France. C'est un gros coup dur pour Yorick Trey. Mais malgré les interdictions et la suspension parce qu'il joue en KHL, il a pas voulu changer, puis il changera pas. Il a joué une fois un peu à Genève, on l'avait découvert. Mais intrinsèquement, c'est le seul qui pourrait faire la différence. Après, Il il y a n'y des avait jeunes pas, qui. excusez-moi, je reviens, je me creuse la tête, il n'y avait pas un défenseur Ch- français avec un nom à consonance finlandaise? Ovitu, 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 mais voilà. Ovitu, mais Qu'on connaît aux Suisses déjà. Ouais, oui, il a joué à Genève, c'est mais il était juste. surnuméraire toute la C'est saison. Bon, juste. alors C'est devant, juste. il avait Vatanen et Tom Ernest. Là, il joue, on l'a vu, hein, il joue en Tchéquie. Il joue à Vitkovice ou Pardubice, un des deux. Mhm. Ça va me revenir. Mais lui, il est en fin de carrière. Il est vraiment en fin de carrière. Et puis après, bah, il y a Charles Bertrand qui joue aussi à l'étranger, mais qui a joué à Fribourg et qui a pas du tout convaincu. Mais voilà, aujourd'hui, en termes de joueurs français, le seul truc que je peux vous dire, c'est les jeunes comme Bachelet, ces joueurs-là, s'ils commencent à partir en Europe et à se développer et d'un coup ils explosent, peut-être que là il y aura des possibilités. Mais par rapport à la qualité des joueurs étrangers en Suisse, c'est que des joueurs estampillés NHL ou des joueurs qui sont pas en NHL pour différentes raisons. Ce homme-là, il est pas en NHL par rapport à son volume de jeu physique, mais techniquement, intrinsèquement, qualité de jeu et tout, et il pourrait jouer en NHL, mais sans problème, parce il est très très fort. Donc voilà, cette comparaison-là est pas possible. Et donc voilà, d'un coup peut-être un gardien aussi qui explose, mais pour l'instant on a eu des grandes stars, on a eu des Bozon, on a eu des Huet, on a eu des Belmar, on a eu des Roussel, des Dacosta. Là, ça peine on a des bons joueurs, mais des joueurs exceptionnels comme ceux-là qui ont pu évoluer en NHL, on n'en a pas, et donc du coup, je vois pas un joueur venir dans le championnat suisse. Merci Laurent. On a encore quelques autres questions, mais qu'on va garder en réserve pour un futur journal du hockey qui serait un petit peu moins fourni que d'habitude, parce que c'est vrai que l'actualité entre la fin du championnat et le prochain championnat du monde, elle est parfois un petit peu limitée, donc on prend un petit peu Oui, plus oui, le mais temps. Ouais, Philippe, parce on pensait que ça allait aller en 7. c'est Du coup, ça, exactement. ça aurait pu plus durer un peu, puis il y aurait eu moins de pauses, mais voilà, finalement, ça a D'accord. été très J'ai court. encore quelques questions là qu'on va garder Ok, pour une future émission, puisquoi parlait je de vois, France. je vois sourire, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, Non, les auditeurs, moi, je suis absolument pas au courant des questions, mais quand je non. vois Philippe Picarou sourire, des fois, je m'inquiète. Non, oui, mais ça c'est pour une future émission. D'accord, J'ai d'accord, des choses à vérifier avant, parce qu'on d'accord, passe quand même pas n'importe quelle question d'accord. sur cette antenne, parce que parfois certains auditeurs nous induisent un petit peu dans l'erreur. Puisqu'on parlait de hockey enfin de la France, on va rester un peu à l'étranger. Vous avez vu que cette fois-ci c'est fait, comme Cometa Brno est enfin devenu pour la troisième fois, je crois, champion de Tchéquie. Exactement, 3-0 à l'extérieur et c'est contre je confonds toujours c'est contre Pardubice, hein, c'est juste. Pardubice, exactement. Et Pardubice qui a perdu l'année dernière la finale en 7 aussi. Ouais. Et le match 7 à domicile. Donc c'est assez dur. Il y avait une ambiance un peu morose, mais j'ai regardé un peu des extraits et puis ce qui a pu être écrit dans la presse, ça a vraiment été du côté du champion, ça a vraiment été très comment dire, très bien défensivement. Ils ont joué vraiment à fond les coups et beaucoup d'opportunisme et ils ont joué un match parfait à l'extérieur et ça leur a permis de remporter le titre. Alors avant, ça faisait 5 ans que Trinec était champion de Tchéquie, donc là ils mettent fin à une sacrée série. Et avant Trinec, c'était déjà Cometa Brno qui dominait le championnat tchèque, donc un petit peu de peine à se renouveler visiblement du côté de l'Extra Liga. Autre élément important de cette finale, c'est que Pardubice s'incline pour la deuxième fois au dernier C'est ça. match, au 7e match. Et vous avez vu quel joueur il y avait notamment dans cette équipe de Pardubice? Il y avait notamment Roman Chervenka ou Lucas Exact. Sedlak, qui sont Exact. quand même deux sacrés joueurs. Donc Exact. deuxième échec Mais pour Chervenka après son départ de Rapperswil.
Exactement, mais là, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que il y a des gros investisseurs, il y a des gars tchèques, des gros entrepreneurs qui sont revenus dans les régions et puis qui investissent pas mal d'argent dans le hockey, notamment dans les infrastructures avec des patinoires sublimes. Et il y a beaucoup de joueurs tchèques de classe internationale qui reviennent dans le championnat tchèque. Donc il y a eu une période où c'était compliqué. Je pense que le titre de champion du monde et la réussite à domicile l'année dernière a aussi remis beaucoup d'énergie dans ce hockey tchèque. Et finalement, on voit que l'équipe nationale marche très très bien. Évidemment, il y a des très bons joueurs un peu de partout dans les championnats européens, en NHL et puis dans le championnat tchèque. Mais le championnat tchèque était devenu assez pauvre, un peu comme le championnat slovaque. Et là, on s'aperçoit même en Ligue des Champions qu'on retrouve des équipes avec un très bon niveau. Donc, c'est très bien pour la CHL en tout cas. Ouais. Et puis dans cette équipe, ouais, on va pas dire, oui, enfin nouvellement championne de Brno, il y a un nom qu'on avait remarqué à l'occasion du tournoi à la Vallée de Joux. Ça fait déjà 2, 3 ans, c'est un certain Peter Müller qui a été le bourreau qui a été justement le bourreau de Pado Bitzer encore une fois dans cette finale. Ce qui est fou, c'est que tu as l'impression qu'il est à deux à l'heure. Il est grand, il est lancé comme ça, un peu nonchalant. Puis il y a un puck qui traîne à un rebond. Déjà, il a une grande force, c'est que il lit toujours les choses avant les autres. C'est-à-dire qu'il y a un shoot à la cage, le puck il va aller dans un endroit improbable, et ben lui il est là. Et ça, c'est la marque des grands buteurs. Et finalement, il est. Et puis avec son plexi un peu fumé là, vous vous rappelez, il a vraiment un look, ses cheveux longs et tout. Moi, il me faisait bien rire en tout cas. Et puis, tu avais l'impression qu'il était là vraiment en préparation, que ça l'intéressait pas. Mais tu regardais la feuille des compteurs, et tu voyais qu'il avait 3 points. Tu disais ah mais il a joué. Ah ouais ouais, ben il a 3 points. Et finalement, je sais que il a intéressé des clubs suisses à un moment Mais il a donné, même joué puisque en Suisse et on oui l'oublie. oui Il a joué à oui Cloton une saison. exactement. Mais là, Il y a lorsqu'on l'a il y a vu. 10 ans. Ouais, mais là, je vous parle de ça il y a 2 ans. Lorsqu'il est revenu au Cayad, il a intéressé des clubs suisses. Le seul problème que c'est le volume de jeu et l'intensité de patinage par rapport à notre championnat, et c'est pour ça qu'il n'a pas été pris. Mais je sais que il y avait des clubs qui avaient approché Voisard pour parler justement de Peter Muller. Ouais, justement, Peter Miller qui maintenant a 37 ans, il arrive gentiment au bout, donc on ne peut ce n'est plus un candidat évidemment malgré encore ses bonnes prestations, ce n'est plus un candidat pour venir jouer en National League. Mais c'est vrai que quand il avait 27 ans, donc avec 10 ans de moins Ouais, lorsqu'il jouait à Cloton, incroyable. il avait réussi une saison à 1 point par match. En gros, donc Ouais, c'était bah vraiment un joueur c'est dominant. c'est vraiment un scoreur. Il a vraiment quelque chose. Et puis, c'est ce qui est fou avec ce genre de joueur, t'as l'impression qu'il est un peu pâteau, mais il est tellement subtil à la passe. Pareil, tu dis, d'un coup, il est à deux à l'heure, il reçoit un puck, et d'un coup, il passe deuxième poteau, personne n'a vu. Le gars, il est tout seul. Et des fois, les gars sont même surpris. Donc, il faut vraiment être attentif avec lui. Mais vraiment, c'est un joueur un peu atypique, mais que j'ai vraiment apprécié. Et qu'au début, je disais, mais c'est quoi ce gars avec son plexi fumé là? Et finalement, quand tu le regardes bien jouer, tu te dis, ouais, la classe du bonhomme, quoi. Ouais. Je dois faire apporter une petite correction. Il a même joué 2 saisons complètes à Cloton. Sa première qui a été extraordinaire avec pratiquement son point par match, ce qui lui a valu d'ailleurs de participer au championnat du monde. Ce sont Exact. d'ailleurs ses seuls matchs qu'il a disputés en tant Ah, qu'international. Il en avait disputé 8 avec un but à son actif. Et puis il était resté pour une deuxième saison, mais pas complète justement à Cloton, où là ça s'est moins bien passé parce que sa production elle a été divisée par deux. Et du coup on l'a vu repartir ensuite en Suède. Il a tenté sa chance encore en American Hockey League avant de jouer en Autriche. Donc là, ça veut dire que la chute, elle a commencé ouais, à... il a bourlingué, Ouais. mais après il est remonté, mais un peu les échos un peu de Peter Muller, c'est qu'il aime bien la vie. Mm. Et peut-être que d'un coup, la première saison, il connaissait pas trop Zurich, et qu'après il a découvert, mais c'est ce qui était un peu. Et puis finalement, quand vous vieillissez après, il y a beaucoup de certains joueurs qui avec énormément de talent, mais qui sont absolument pas professionnels dans l'approche, qui aiment bien trop la vie, finalement, qui ont du mal, hein, pendant une période de 25 à 30 ans, où là, tu es encore insouciant. Et finalement, quand tu as rattrapé, et puis que quand tu as un peu vécu un peu tout ce que tu avais à vivre, bah, tu recommences à jouer, et puis ta trajectoire, elle remonte. Et c'est marrant parce qu'il y a plusieurs joueurs avec ce profil-là. On va terminer avec un petit mot de NHL quand même, parce qu'on en a fait notre gros titre sur Planète Hockey ce matin. C'est l'élimination des New Jersey Devils.
C'est terminé pour Siegenthaler, pour Ischier, pour Meyer. Alors on va prendre ça encore une fois sous deux angles. Bon, bah, c'est dommage parce que New Jersey a une équipe qui, à mon sens, a le potentiel pour aller plus loin. Et là, c'est un vrai échec, à mon sens, pour les Devils. Et puis tant mieux pour l'équipe de Suisse s'ils rejoignent l'équipe de Suisse. Ouais, alors, je pense que Ischier et Siegenthaler, on verra. Je pense que Siegenthaler est complètement soigné et va sans doute rejoindre l'équipe de Suisse. Maintenant, comment ça va se passer avec Meyer? On sait qu'il y a eu un peu, ça a frotté sur la ligne entre le coach et puis Meyer. Donc on verra s'il est pris dans le contingent. Mais finalement, c'est c'est les chaises musicales. Qui sait qui risque quelque chose dans la sélection. Là, lorsque je regarde, à mon avis, Bernie va faire l'équipe et Glee aussi. Glauser, je pense que oui. Young est très apprécié. Koukan, Lefel, Marty. Donc voilà. Après les autres, c'est emballant. Donc c'est clair que Siegenthaler vient. Après, on a tellement d'absences au centre. Hein, on a parlé de tous les absents, Turkov, Haas, Corvis, ce genre de joueurs. C'est vrai qu'Ischier va amener sa pierre à l'édifice. Donc là, pareil, ça va peut-être aussi mettre comment Berchi à l'aile ou selon les besoins. Quoi. On verra un petit peu ce qu'il décide de faire. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse. Et après, c'est très très dur pour la franchise, quoi, parce que voilà, il y a quand même des espoirs. Et puis là, c'est encore un résultat qui est vraiment mauvais. Ouais, encore un petit peu trop avec des résultats aussi en montagne russe. Exact. On verra pour la saison prochaine, mais cette équipe a l'air de se bonifier quand même d'année en année, notamment grâce au vrai leadership d'un Nico Hischier, qui n'est pas forcément bon, qui a été pendant un certain moment le meilleur compteur de la ligue en début de saison, faut pas oublier, et puis ensuite qui a surtout endossé ce rôle de responsable, de capitaine, que ce soit dans le vestiaire, en dehors des vestiaires, et il y a encore pas mal de boulot du côté de New Jersey, mais je pense que cette équipe-là, d'ici 2, 3 ans, pourra peut-être Oui. jouer le titre, la Coupe Stanley, je pense. Et puis, alors, un petit souci quand même avec Toronto, alors qui semblait se Oh là là. diriger vers, Oh là là. une victoire 4-0 dans la série et qui tout à coup ne mène plus que 3-2 parce que Toronto a pris 4-0 à la maison cette nuit. Ouais. 4-0. Christian Dubé doit moins bien dormir là parce qu'il avait annoncé Toronto au bout, mais ouais, c'est vrai, c'est étonnant comme ils ont réussi à retourner la série. Et puis là, 3-2 va pas sur un septième, hein, parce que c'est chaud. Hein. Donc il y a beaucoup de pression pour Toronto. Il y a beaucoup d'attentes cette année avec la saison qu'ils ont réalisée. Donc on va voir la suite, mais c'est vrai que les séries sont palpitantes et c'est très 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 serré. Voilà, je sais pas si vous avez encore quelque chose à préciser. On a fait nos petits divers. Oui, on va rappeler Ouais, quand même que l'équipe de Suisse l'équipe ouais. suisse des U18 va jouer sa survie contre la Norvège, mais on n'a pas grand-chose d'autres informations à vous apporter par rapport à ce qu'on disait hier ou avant-hier. Reste plus qu'à espérer une bonne performance face à cette Norvège, mais qui, je me suis un petit peu renseigné quand même, est en progression. Donc méfiance, méfiance. Merci Laurent Perroton. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve demain matin, 11 heures, pour d'autres informations, d'autres analyses, peut-être avec un invité. Demain, on vous tiendra au courant. En tout cas, même endroit, même heure et sur nos différents vecteurs de communication. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.